Nous sommes toujours en train d'aborder les préparatifs pour le 33e sommet arabe qui se tiendra à Manama. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui dans la capitale bahreïnie afin de participer au sommet. Également, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se trouve à Manama depuis 2 jours afin de participer aux réunions au niveau ministériel et afin de préparer tout ce qui concerne les activités du sommet au niveau des chefs d'État. Afin de mieux parler de ces préparatifs et des attentes de ce sommet, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui, bonsoir. Bonsoir à vous, madame. On est en train de parler d'un côté des préparatifs pour le 33e sommet arabe à Manama et également les attentes de ce sommet. Bien sûr, à la tête de l'agenda du sommet figurera le dossier palestinien en ce qui concerne les agressions, le génocide israélien et l'aide humanitaire, mais également il y a d'autres dossiers qui seront abordés comme la situation au Soudan, en Libye, peut-être au Yémen, également en Irak. Alors, plein de dossiers, si vous voulez, chauds et des dossiers épineux qui seront sur la table devant les leaders arabes. Selon vous, qu'est-ce qu'on attend précisément de ce sommet-là? Quel sujet prendra toute l'attention et quels seront le mécanisme afin de résoudre ces problèmes? Bon, premièrement, il faut comprendre que la tenue du sommet arabe à Manama intervient à la lumière de contextes régionaux et internationaux qui pèsent vraiment sur la région arabe d'une manière très forte et peut-être un des sommets les plus forts au cours des dernières années. Il est très important de marquer qu'il n'y a pas seulement des défis locaux ou régionaux, mais plutôt aussi des défis internationaux qui changent un peu la situation en ce qui concerne les résolutions qui peuvent sortir de ce sommet-là. Certainement, le point le plus important, c'est celui de Gaza et comment est-ce que l'escalation israélienne avec le génocide et avec de turbulences, avec des relations avec plusieurs pays arabes, dont l'Égypte. On a vu que l'Égypte a dû prendre des mesures très concrètes. Oui. La première fois depuis le 7 octobre dernier, étant donné que les lignes rouges que le président lui-même avait marquées dès le début de la guerre, qui était la non-liquidation de la cause palestinienne et le déplacement forcé, le refus du déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit interne ou externe, tout cela a été violé les dernières 2 semaines par Israël en insistant à conquérir l'enclave de Rafah, avec tout ce que cela peut donner sur le plan local, égyptien, palestinien, israélien, et sur le plan international aussi, étant donné que c'est une région qui est très délicate et qu'on ne peut pas supporter encore plus des 100 000 qui ont perdu entre leur vie et qui sont blessés de martyrs palestiniens. On ne peut pas aussi supporter encore un génocide plus que ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est pour ça que l'Égypte a pris 2 mesures très claires. La première, c'est que on a pris le côté de la République sud-africaine en ce qui concerne la tâche soumise devant la Cour internationale de justice pour le génocide israélien, ça c'est d'un côté. Il y a même des rumeurs que même l'accord égypto-israélien qui est signé depuis des décennies avec le président Sadat et Menahem Begin est en danger aussi à cause des risques israéliens qui sont insistés à prendre place. Ce qui montre que l'Égypte est arrivée à un moment où elle ne peut plus donner. Et c'était pour ça très important que le président de la République et son ministre des Affaires étrangères soient présents pour expliquer exactement la situation et la position égyptienne devant tous les leaders et chefs d'État arabes
au sein de cet sommet, qui est, comme je viens de le dire, un sommet très important, pas seulement pour le poids et le problème régional, mais aussi pour des raisons internationales et d'autres raisons qui peuvent aussi affecter la situation au Moyen-Orient. Oui, également, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais bien parler de la participation du président Assisi. On a vu à travers les images son arrivée à l'aéroport de Manama. Il a été accueilli par le prince héritier Salman Ben Hamad Al Khalifa. Et on a vu, c'est vrai, un accueil très chaleureux du président Assisi et une joie d'avoir l'Égypte qui participe à ce sommet en tant que, si vous voulez, un des pionniers de lancer la Ligue arabe et puis d'organiser les sommets arabes. Et aujourd'hui, c'est l'Égypte qui est à la tête ou qui conduit, qui orchestre les efforts, comme on vient de mentionner, concernant non seulement la Palestine, mais également toute la région où il y a des problèmes, en Libye, au Soudan. On accueille nos frères qui viennent du Soudan, qui fuient le chaos, et également dans toute la région. Ça veut dire que l'Égypte restera toujours le point de mire de la région et ses efforts sont appréciés. Comment peuvent ces pays arabes, ces États arabes viennent à l'appui de l'Égypte dans ses efforts afin de résoudre ces crises? Bon, premièrement, on doit insister à dire que les pays arabes, et notamment le Bahreïn, on commence par le Bahreïn, qui est le pays hôte de ce sommet-là, le roi lui-même était venu en Égypte pour inviter personnellement son homologue, le chef de la République, étant donné que la présence d'Égypte est cruciale pour le succès d'un tel sommet. Alors ça, vous vous souvenez qu'on avait reçu il y a quelques semaines le roi lui-même qui est venu pour sa première visite à l'extérieur des pays du Golfe, qui est venu en Égypte pour être reçu par son Excellence Abdel Fattah el-Sisi pour lui présenter l'invitation personnelle à assister au sommet. Cela dit, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir une vision arabe unifiée envers tous les défis régionaux ou locaux. N'oublions pas que les pays arabes n'ont pas tous la même vue pour tous les problèmes. Il y a d'autres problèmes aussi régionaux qui sont en train de se montrer. Il y a certainement la peur de l'expansion de la guerre israélo-palestinienne. On a vu ça avec l'échange malgré contrôlé entre l'Iran et Israël. Il y a aussi un problème qu'on doit aussi voir, que l'Iran essaye de sortir comme une puissance régionale avec les Houthis d'un côté, le Hezbollah de l'autre côté au Liban, en Irak, avec d'autres places où ils ont des procurations pour s'agrandir, si on peut le dire, de leur point de vue. Et cela aussi représente un défi pour les pays arabes, notamment les pays du Golfe, qui ont des relations assez délicates avec l'Iran. Alors, tout cela pèse aussi. Il y a toujours comment dirais-je, les contributions de la guerre russo-ukrainienne qui pèsent aussi sur la région. N'oublions pas que à cause de cette guerre-là, la Russie est un peu éloignée de la région. Alors on a un monopolarisme au lieu que ça soit multilatéral avec plusieurs pays, plusieurs puissances internationales qui peuvent réagir. Alors maintenant, on n'a que les États-Unis et ses alliés qui sont les seuls dominateurs de cette sécession, malgré les efforts russes, mais étant donné qu'ils sont pris par leur propre conflit avec l'Ukraine, alors ils sont un peu éloignés. Et tout cela pèse et laisse les pays arabes d'une certaine manière assez coincés. Et c'est pour ça que c'est très important de montrer une position unifiée de la part des pays arabes envers tous ces conflits dont on vient de parler, de sorte que l'Égypte ne doit pas confronter Israël tout seul. Ça, c'est une position qui va affecter tout le Moyen-Orient,
pas seulement l'Égypte, et du coup, les pays arabes sont aussi concernés par cette affaire. Ils doivent aussi contribuer pour aider l'Égypte et soutenir l'Égypte dans son défense avec le peuple palestinien. Oui, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milig, je vous remercie infiniment, Votre Excellence, pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.